Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Connect Wave. Alors n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous entendez bien, si vous voyez bien tous les écrans et on démarrera dans quelques instants. Alors, pour ceux qui sont des habitués des webinaires Connect Wave, vous remarquerez que, pour le coup, nous n'avons pas notre traditionnel Philippe de Mathéis qui d'habitude anime ces webinaires brillamment. Et Mélanie qui devait prendre le relais est malheureusement malade avec une petite maladie traditionnelle actuellement que vous devez connaître. Et du coup, c'est moi qui animerai le webinaire en duo avec Romain Palmade pour cette fois. Donc effectivement, si vous connaissez un peu le cycle de webinaire Connect Wave, vous pouvez aller voir sur le site web Connect Wave pour avoir d'une part les replays des précédents et puis effectivement pour voir le programme des prochains à suivre. Et donc aujourd'hui, le thème du webinaire, ce sera effectivement la partie réduction des coûts, donc tout ce qu'on peut faire en supply chain pour réduire les coûts. Avec deux interventions, donc l'intervention de Romain Palmade de la société Sentiloc et une intervention évidemment de moi, Storcom, pour cette partie-là également. Alors, est-ce que tout le monde entend bien et est-ce que tout le monde voit bien, pour savoir si tout est OK avant qu'on démarre ce webinaire. En l'occurrence, on va être sur un format de 45 minutes environ, donc une première partie qui va être présentée par Romain Palmade, avec quelques questions-réponses. N'hésitez pas surtout à poser des questions pendant le déroulé pour qu'on puisse les poser à la fin. Puis effectivement, j'interviendrai en deuxième partie de webinaire et ensuite on pourra faire un temps d'échange questions-réponses aussi en fin de webinaire. Donc, si c'est OK pour tout le monde et si tout le monde est bien connecté, je vérifie que tout le monde est bien présent. On va pouvoir démarrer tranquillement. Donc, Romain, je te laisse partager ton écran et te présenter, bien sûr, et puis nous présenter tes éléments. Oui, tout à fait. Donc, merci Marie-Hélène pour cette introduction. Donc, effectivement, je vais vous présenter comment réduire les coûts dans la logistique, effectivement, en utilisant l'IoT. Pour Sentiloc, je vais vous présenter effectivement les moyens qu'on met en œuvre. Je vais commencer par vous présenter la société. Moi, je suis Romain Palmade, président et cofondateur de la société Sentiloc. Donc, Sentiloc, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans. Nous sommes 3 ingénieurs et experts issus de la microélectronique. On est basé à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, et on a une dizaine d'ingénieurs qui travaillent sur ces sujets d'inventaire automatique et d'IoT. On a déposé à ce jour 8 brevets et on a des showrooms donc, à Aix-en-Provence et à Marignane. Donc, pour entrer directement dans le vif du sujet, donc de l'IoT et de la réduction des coûts, on va s'intéresser, nous, à des cas de logistique interne, des cas d'usage sur la logistique interne. Et c'est là qu'on va pouvoir effectivement réduire largement les coûts. Si on regarde ces cas d'usage, donc on a 4 grandes familles de cas d'usage qui sont couvertes par la technologie de Sentiloc. D'une part, toute la partie bac Kanban, donc les bacs d'approvisionnement. Donc en logistique industrielle, vous avez ces bacs qui vont fournir les vis, les boulons, les écrous. Et on peut se trouver dans des cas, par exemple, dans des chaînes d'assemblage de trains avec 20 000 bacs de vis qui sont posés sur 1 millier d'étagères et il faut être capable d'en faire l'inventaire. De la même manière, dans le monde de la chimie et notamment de la fragrance, on a des cas d'usage là aussi sur de l'inventaire où on va avoir des stocks, par exemple, d'1 million de bouteilles qui sont assez compliqués à gérer, évidemment. Et là, l'enjeu, ça va être pour une vingtaine, une trentaine de personnes d'arriver à retrouver 1 ou 2 flacons parmi 1 million. Donc là aussi, des difficultés importantes d'inventaire. La troisième cas d'usage, ça va être tout ce qui est stock chimique fermé, donc encore plus difficile puisque les étagères là sont fermées, les stocks ne sont pas visibles des utilisateurs et puisque ce sont des armoires anti-feu qui doivent absolument rester fermées. Voilà. Et enfin, le quatrième cas d'usage qui concerne la logistique industrielle aussi, ça va être tout ce qui est la gestion des outillages. Voilà, comment gérer les outillages. Il y a un très grand nombre d'outillages, des outils qui sont utilisés en métrologie, par exemple, ou des EPI. Et là, on va avoir des difficultés, effectivement, pour arriver à
à maintenir ses stocks et être capable de voir ses stocks. Donc, les points communs donc, à tous les cas d'usage que je viens de vous présenter, ben, effectivement, c'est le temps qu'on va perdre pour localiser les produits. Donc, dans ces types de stocks, type 1 million de bouteilles, effectivement, c'est la première difficulté. Ensuite, l'administration complexe, comme on a dit, quand il y a 20 ou 30 personnes qui vont prendre dans le stock, puis reposer dans le stock, on a aussi cette difficulté de traçabilité. Et donc, avec ces volumes, voilà, tout ça, c'est le même enjeu. Il peut y avoir une conséquence, effectivement, à ça, en plus de la réduction de coûts, et ça peut être un autre axe de réduction de coûts, c'est tout simplement la perte de produits, puisque les produits chimiques arrivant à date d'expiration, vous pouvez avoir 30% ou 40% des produits qui sont mis au rebut, et là aussi, c'est une source d'économie potentielle. Donc, pour aller à la solution Sentiloc, effectivement, cette solution d'inventaire automatique, on la voit ici en photo à droite, c'est une solution logistique qui va vous permettre d'identifier en temps réel les bacs de vis, les bouteilles, tout ce qui est posé sur les étagères, et ça grâce à la technologie NFC. Donc, la technologie NFC va fournir un numéro de série unique pour chacun des produits qui sont posés sur les étagères, et on va pouvoir, grâce à cela, donc, créer le jumeau numérique qu'on voit ici sur l'écran, et donc, c'est-à-dire qu'on a une connaissance parfaite de ce stock. Les données d'inventaire sont envoyées de manière automatique vers l'ERP, ce qui est là aussi un très grand gain de coût, puisqu'il n'y a plus d'intervention manuelle, des personnes qui doivent aller vérifier les stocks en permanence. Voilà, donc la première économie essentielle, elle est là, elle est dans le maintien du stock, dans le fait de faire un inventaire de matière automatique. Et ensuite, donc, on va pouvoir aider à la recherche, on verra des petites vidéos juste après, où on va pouvoir, grâce à des systèmes de LED, être capable de montrer là où se trouvent les produits, pas leur position théorique, hein, c'est ça qui est très intéressant avec le NFC, c'est qu'au lieu de montrer la position théorique des objets, on va montrer la position réelle. Voilà, donc j'enchaîne avec quelques vidéos pour montrer tous ces cas d'usage. C'est toujours beaucoup plus parlant de voir la technologie en vrai. Donc, la technologie de base, c'est celle que vous voyez ici à l'écran. Donc, le capteur NFC, donc c'est la planche noire que vous voyez ici. C'est ce capteur, effectivement, qui a été développé par Sentiloc. Et donc, ce capteur, on le voit, il est capable de reconnaître une bouteille de colle, de reconnaître un marteau, et aussi de les géolocaliser, donc de les positionner au centimètre. On voit ici avec un bac de vis le même effet. Donc, un bac de vis qui est vu directement. On voit tout de suite l'impact sur la logistique interne de l'entreprise. Donc, pour montrer un cas d'usage qui aujourd'hui est un des principaux, voilà, le cas d'usage avec les produits chimiques, on a ces grandes plaques qui sont encore une fois des capteurs spécifiques, des capteurs NFC très spéciaux. Et donc, ces grandes plaques permettent de faire cet inventaire automatique. On voit ici en temps réel donc, la plaque qui est non seulement capable de compter le nombre de bouteilles qu'on pose dessus, mais surtout de les identifier une à une grâce à l'UID du tag NFC. Et donc, on va connaître parfaitement l'emplacement de ces bouteilles. Ça veut dire, dans une armoire aussi, être capable de repérer sur quelle étagère on se trouve. Donc, pour illustrer ça, on voit cette autre vidéo donc avec une étagère, donc déjà porte fermée. Vous voyez qu'ici, porte fermée, on voit à l'écran le contenu des 3 étagères. Donc ça, c'est un côté très intéressant et un gain de temps vraiment important. Si vous avez 32 armoires connectées comme ça et que ça vous évite de les ouvrir chacune une à une, là, vous allez gagner beaucoup de temps. Et donc, on va voir l'effet. Donc, d'une part, donc, des personnes qui vont déplacer le stock. Donc, on ouvre l'armoire. On va déplacer les bouteilles sur les étagères ou entre les étagères. On voit l'effet immédiatement sur le jumeau numérique à l'écran. Et aussi, donc là où il a une force très importante, c'est le temps qu'on va gagner pour faire le picking. Donc, s'il y a une deuxième personne qui vient et qui cherche dans l'inventaire la liste, donc voilà, on va lui indiquer que c'est la bouteille en haut à gauche qu'il faut aller chercher. Et on voit que là, on est sur le temps de picking record, parce que la personne ouvre la porte, prend la bouteille et referme la porte. Voilà. On peut en plus vérifier que c'est la bonne bouteille qui a été prise. Voilà, donc ça, c'est pour la partie chimique. Pour tout ce qui est logistique de pièces détachées et donc de bacs de vis, on voit à nouveau ce jumeau numérique temps réel. Donc, on est capable d'identifier chacun des bacs de vis. Si vous avez des bacs Kanban, donc les bacs sont posés en double. Vous avez les bacs devant de service et derrière le bac de réserve. Et on voit donc que grâce à ce système, on a une parfaite connaissance des bacs. On peut déclencher par exemple des recommandes automatiques, ce qui là aussi fait gagner beaucoup de temps et évite les ruptures. Si vous évitez les ruptures, là aussi, ça a un impact économique sur votre production. Et donc voilà, donc ce jumeau numérique est vraiment très intéressant pour ça. Il alimente directement l'ERP en données d'inventaire. La même situation, mais donc pour la partie recherche, là aussi,
toujours pour illustrer ça, on a dit donc on peut, grâce à des LED, identifier l'emplacement des bacs. Donc là, pareil, on va faire une recherche dans l'inventaire, on va trouver la pièce détachée qu'on cherche, là ça va être des câbles par exemple, et on a les 3 bacs qui vont s'éclairer voilà, à l'emplacement où on cherche les produits. Voilà. Donc encore une fois, ici, on éclaire l'emplacement réel des produits, et si les produits sont déplacés, les LED sont mis à jour. Voilà. Un dernier exemple qui concerne la partie métrologie, comme je disais, la même chose avec des outils, on est capable de géolocaliser et d'inventorier tous les outils. Donc là, le gain de temps, il est évident, puisque on va connaître parfaitement son stock d'outils, on va savoir s'il est calibré, pas calibré, ainsi de suite. Voilà. Donc pour résumer, et avant de conclure, donc, on va pouvoir identifier tous les produits qui sont dans des différents stockages. Donc ça peut être des cabinets anti-feu, ça peut être des tiroirs, ça peut être des lockers. On a vu des cas d'exemple de stockage nucléaire, de frigo, de cave à vin, voilà. Et donc en conclusion, vous dire tout simplement comment tout ça fonctionne. Donc c'est un principe qui est relativement simple. On va identifier donc chacun des objets en collant un tag NFC sous les bouteilles, sous les pièces détachées, sous les bacs de vis. Ensuite, on va poser ça sur nos étagères intelligentes. On a vu ces grands capteurs qui peuvent aller jusqu'à 1 mètre de long. Et c'est ces étagères intelligentes qui vont être capables d'identifier, de géolocaliser les produits et qui vont remonter la donnée. Voilà. Donc on remonte la donnée à l'étape 3, soit vers un cloud, soit sur un système on-premise de l'entreprise. Et enfin, donc tout ça est géré, utilisé dans le dashboard. C'est là effectivement que les économies vont se produire, puisque grâce à votre dashboard, vous allez connaître votre inventaire temps réel, pouvoir faire des recommandes, voilà, prendre des décisions stratégiques. Et donc, c'est vraiment l'alimentation de l'ERP à la fin qui est la clé du système et qui va fournir les principales économies. Voilà, j'en ai terminé avec ma partie. J'essaie de tenir dans les 10 minutes. Marie-Hélène, je pense que c'est parfait, le timing est même optimal. Du coup, alors, est-ce que… Il y a des questions? Oui, voilà, est-ce qu'il y a des questions parmi nos participants? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, je suis en train de voir s'il y a des questions, mais s'il n'y a pas de questions particulières, du coup, alors moi j'en ai. Effectivement, nous, on est intégrateurs. Alors justement, on est toujours intéressé par des technologies de ce type pour pouvoir répondre à des cas d'application. Donc la première question, c'est typiquement là, on est en NFC. Pourquoi utiliser plutôt de la NFC que de la technologie EHF sur ce type d'application? Alors là, ce qui va être intéressant, effectivement, c'est qu'on va être sur des cas d'usage qui ne vont pas forcément être couverts par l'UHF. Donc l'UHF est une technologie qui est très, très pertinente et très efficace, effectivement, pour faire de l'inventaire dans du volume. Ça peut être des cartons, des palettes, voilà, un certain nombre d'éléments. Là où ça va être plus difficile pour l'UHF, effectivement, c'est quand on est donc au niveau de la bouteille. L'UHF a des difficultés déjà avec les liquides, mais au-delà de ça, c'est vrai que d'être capable de détecter au centimètre et être capable de dire si on est sur une étagère plutôt qu'une autre, là, l'UHF commence à avoir des limites puisque c'est plutôt une technologie qui va marcher à longue distance. Donc, je dirais qu'on a utilisé l'NFC surtout voilà, pour couvrir des cas d'usage qui étaient non résolus, comme par exemple avec les bouteilles de chimiques, des produits chimiques, et donc voilà, permettre surtout cette traçabilité au centimètre, cette géolocalisation au centimètre qui est uniquement possible aujourd'hui par NFC. D'accord. Et donc, on a une question de Jérôme Godefroy qui nous demande effectivement comment connaître la quantité de produits dans la bouteille. C'est comment on associe effectivement le contenu par rapport à ce qu'on trace et au contenant. Tout à fait. Alors là aussi, il y a plusieurs solutions. La solution de base aujourd'hui, c'est d'utiliser des systèmes de pesée. C'est-à-dire qu'on va coupler 2 capteurs, un capteur NFC et un capteur de pesée. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui de certains fournisseurs aussi, et ça, je pense que ça va être la direction la plus intéressante dans le futur, c'est qu'il y a des tags NFC aujourd'hui qui sont capables par eux-mêmes de mesurer cette quantité de liquide. Donc, en fait, on va pouvoir, dans les mois qui viennent, être capable d'interroger le tag NFC. Le tag NFC étant lui-même un capteur, donc il va senser à l'intérieur de la bouteille, enfin le liquide interne de la bouteille sans rentrer dans la bouteille. Et donc, en fait, on va tout simplement pouvoir interroger chacune des bouteilles et demander au capteur NFC combien est-ce qu'il reste de liquide dans la bouteille. Il sera capable de nous dire il reste 50%, 30%, 10%. Et ça, c'est une autre révolution aussi qui se prépare. D'accord.
Donc, du coup, justement, si on parle au niveau tag, est-ce qu'il faut utiliser des tags spécifiques pour pouvoir faire ce type de... Alors, sans doute pour la partie mesure, effectivement, du niveau, mais sinon, pour faire de la gestion de stock, est-ce que ça fonctionne avec tout type de tag NFC? Oui, exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la technologie, c'est qu'on n'a pas modifié la technologie NFC, on l'a utilisée telle quelle. Ça peut être du 14443 ou du 15193. Donc, on supporte les deux types de tags NFC, un NFC type 2 ou type 5. Et sur la base de tags existants, effectivement, on fait la géolocalisation, mais uniquement au niveau du lecteur, donc du plateau. Ce qui veut dire effectivement que ça peut supporter tout type de fournisseurs et tout type de tags. On va pouvoir utiliser les tags de différents formats. Aujourd'hui, on a qui vont de 6 mm jusqu'à 50 mm. Donc ça aussi, c'est très intéressant, de la grande variété. Utiliser des tags en cuivre, en aluminium et surtout des tags anti-métal ou pas. Voilà. Donc on réutilise vraiment aujourd'hui les tags des fabricants existants. D'accord. Du coup, tu parlais d'étagère, donc on est bien sur une fonction d'étagère intelligente en fait, hein. Quelle taille d'étagère on peut couvrir avec vos systèmes? Aujourd'hui, on a fait 3 tailles d'étagères. On est en 30 cm, 50 cm ou 1 mètre. 1 mètre, voilà, ça commence à être assez confortable. Après, si on a 5 mètres à couvrir, on met 5 étagères d'1 mètre. Ça va être ça la stratégie. Et surtout, c'est une technologie qui est assez conformable. Donc, l'électronique est toujours la même. On va pouvoir en fait faire l'étagère à façon et donc vraiment dimensionner en fonction de l'application de l'utilisateur. D'accord. Question aussi qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que vous faites l'entrée en stock des produits? C'est-à-dire comment est-ce que vous gérez l'association avec les données de stock finalement? Alors, effectivement, ça, c'est la partie intéressante. C'est la seule partie qui va rester manuelle, hein, évidemment, puisqu'il faut qu'il y ait une phase d'apprentissage. Il faut que le système connaisse les produits et qu'on associe sur tous les produits. Là où on va encore une fois gagner du temps et diminuer les coûts par rapport à l'entrée en stock classique, c'est que si aujourd'hui, classiquement, on sortait 50 bouteilles et qu'on devait flasher par barcode ou QR code les 50 bouteilles pour les entrer en stock, là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'entrée en stock, évidemment, on va coller un tag NFC s'il n'est pas déjà présent sur la bouteille. Et on va pouvoir, par contre, mettre les 50 bouteilles sur le plateau et faire l'entrée en stock des 50 bouteilles en associant évidemment le code barre d'origine du fabricant. Donc, l'entrée en stock, pour répondre à la question, se fait assez simplement. On flash le code barre du fournisseur, on pose les 50 bouteilles avec leur tag sur le plateau et l'entrée en stock se fait de manière assez rapide directement sur le plateau. D'accord. Du coup, par rapport aux ERP avec lesquels vous pouvez vous connecter, est-ce qu'il y a déjà des ERP ou des WMS avec lesquels vous êtes compatible directement? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec un peu tous les ERP du marché, hein, les SAP, les Odoo, enfin, il y en a plusieurs. Le WMS, c'est pareil, il y a plusieurs fabricants. Ce qui est important pour nous, voilà, c'est qu'on reste dans notre rôle de fournisseur de technologie. Donc, on fournit une API avec tous les langages possibles. Voilà, ça peut être du Python, gRPC, REST. Voilà. On peut attaquer notre API de manière assez facile et finalement développer des connecteurs pour chacun de ces systèmes. D'accord. L'intérêt, c'est de ne pas être lié à un seul système ou de ne pas forcément venir avec une plateforme qui briderait cette innovation. Chacun, après, est libre d'avoir sa plateforme ou son logiciel et nous, on fournit l'API. Ok. Et je rajouterais que d'ailleurs, ce sera bientôt compatible aussi avec la solution Vue que Sorcom propose, puisqu'on est en train d'intégrer tout ça. Alors, on a une nouvelle question de Olivier Legras qui nous demande quels sont les gains et des exemples de ROI sur ce type d'application. Tout à fait. Là, les ROI, effectivement, ils peuvent être assez importants. Ça dépend si on regarde sur l'angle productivité ou sur l'angle qualité. Nous, on rentre très souvent sur l'angle qualité. C'est-à-dire que là, le ROI peut se faire, par exemple, parce que ça va éviter, par exemple, d'utiliser une colle qui est périmée. Donc, si vous utilisez une colle qui est périmée, en fait, vous vous rendez compte après coup. Voilà, si c'est un hélicoptère, par exemple, il va falloir un retour de l'hélicoptère pour effectivement recommencer l'opération. Donc voilà, sous l'angle qualité, là, le ROI va évidemment être assez rapide. Après, sous l'angle productivité, effectivement, ça va être, nous, on a pu mesurer très concrètement chez les fabricants de fragrances, en interviewant les personnes qui faisaient du picking, ils disaient mettre entre 15 minutes et 2 heures pour trouver une bouteille, donc c'est trouver une bouteille parmi 1 million. Et donc là, le ROI est assez fort, parce que forcément, avec ce système, vous allez mettre moins d'1 minute le temps de chercher, d'identifier et de trouver la bouteille. Donc,
passer de 2 heures par opération à 1 minute, évidemment, le ROI peut être très important et on a calculé sur certains projets des ROI inférieurs à 2 ans sur le système. Okay. Eh ben, merci Romain pour cette présentation. Merci Marie-Hélène, merci De beaucoup. toute façon, vous pourrez poser d'autres questions à Romain en fin de webinaire. Et donc, je vais basculer de mon côté sur mon écran pour vous faire une présentation de nos solutions et sous l'axe, effectivement, réduction de coûts. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Romain, c'est bon de ton côté? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc oui, de notre côté, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de balayer un peu de manière très globale ce qu'on peut faire en termes de réduction de coûts dans la supply chain, parce qu'on va le voir, il y a pas mal d'axes sur lesquels on peut travailler et comment effectivement on peut utiliser les technologies IoT dans ce cadre-là. Donc d'abord pour présenter rapidement Storecom, juste pour savoir si vous voyez bien défiler les slides, on est d'accord? Oui, c'est bon. Donc, rapidement, Storecom pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous, on est vraiment positionné comme intégrateur. Hein. Donc, comme vous voyez, Sentiloc sont plus des fabricants. Nous, on va être intégrateur, c'est-à-dire que justement, on va aller sourcer des innovations et des systèmes de ce type pour pouvoir répondre à des problématiques. Et souvent, justement, notre objectif, c'est d'aider nos clients à réduire les coûts, d'être plus compétitifs, de gagner du temps et d'aller chercher du ROI sur toutes ces problématiques métiers et notamment dans la supply chain. Donc, nous, notre rôle, effectivement, c'est d'accompagner sur une solution globale. À la fois, la première chose, hein, et d'autant plus dans la supply chain, c'est d'être capable d'analyser les flux, d'aller cibler justement des problématiques et des cas où on aurait des process à optimiser et de mettre en place, de mettre en musique toute la solution, c'est-à-dire à la fois de définir la solution technique. On parlait de NFC avec Romain, mais il y a bien sûr d'autres technologies. Donc, nous, on est vraiment multi-technologie, tout ce qui va être sans contact, bien sûr, mais aussi bien de l'ANFC, de l'UHF, du RTLS, toutes les technologies IoT qui vont permettre effectivement de cibler des applications et de répondre à des problématiques métiers. Donc, quand on va aborder justement une problématique, on va essayer d'auditer un peu tout ça et de se dire quelle va être la meilleure technologie adaptée, puisqu'effectivement, il n'y a pas une technologie qui répond à tout. Il y a des fois des mix de technologies qui vont répondre aux problématiques. Donc, il faut savoir effectivement déterminer la technologie la plus adaptée et ensuite de mettre en place tous les systèmes à la fois d'identification, de détection et bien sûr tous les applicatifs qui vont permettre de piloter tout ça et de remonter la donnée, puisque ce n'est pas le tout effectivement d'installer des systèmes pour détecter, mais à un moment donné, il faut retraiter l'info et synthétiser tout ça. Donc notre rôle effectivement d'éditeur et intégrateur, c'est vraiment d'accompagner sur toute la solution. Alors, on va parler réduire les coûts justement aujourd'hui. Alors, c'est un sujet totalement d'actualité, hein, puisque en cette période, on est plutôt à une tendance à effectivement essayer de réduire les coûts parce que tout augmente. Et finalement, on peut prendre une image pour la réduction de coûts, de se dire les coûts, des fois, ce n'est pas forcément des gros postes de coûts, mais ça peut être des fois des petits postes de coûts, mais qui vont se répéter, qui vont être récurrents. Et donc, il faut traiter le plus tôt possible. Hein. C'est pour ça que je prends l'image du robinet qui coule. Finalement, quand on a un robinet qui coule, c'est des pertes, c'est de l'argent qui s'en va. Et soit on se dit j'attends, j'ai pas le temps, je peux pas m'en occuper, j'ai pas le temps, donc je m'en occuperai plus tard. Ou alors on se dit il faut peut-être traiter le problème le plus tôt possible. Donc effectivement, l'idée c'est de se dire ce type de problèmes qui sont récurrents, il faut les traiter à la source. Et là, je pense que vous allez vous retrouver rapidement dans toutes ces problématiques qui peuvent générer des coûts. C'est effectivement à la fois les erreurs, les ruptures de stock, les délais de livraison, des coûts de réassort qui sont importants. Tous ces aspects-là sont potentiellement des postes de coûts dans l'entreprise et qui peuvent, sur le long terme, devenir vraiment des gros postes de coûts. Donc, sur ces sujets-là, bien entendu, il y a beaucoup de solutions et il faut effectivement cibler un peu ces problématiques-là pour se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire ces coûts et pour finalement supprimer ces postes de coûts le plus tôt possible. Donc, nous, notre métier, effectivement, c'est de proposer des solutions de simplification de process, de bien sûr orienter toujours gain de temps, en mettant en place des solutions qui vont permettre de simplifier les processus et d'éviter toutes ces problématiques-là.
Donc, on va commencer par parler de la partie erreur. Donc ça, bien entendu, on ne supprimera jamais toutes les erreurs, hein. L'erreur est humaine, on en fait tous des erreurs. Mais par contre, on peut quand même les réduire. Et le premier point, effectivement, pour éviter les erreurs, c'est de fiabiliser. Et comment on fiabilise? La chose la plus simple, c'est déjà d'utiliser de l'identification automatique. Donc, quand on dit identification, il y a plein de solutions possibles. C'est aussi bien déjà du code barre, hein, parce que le code barre est déjà une solution qui va permettre de faire de l'identification et d'automatiser, d'éviter de saisir, donc d'éviter des erreurs. Dès qu'on va pouvoir automatiser l'identification, nécessairement, on va fiabiliser. Donc, ça peut être de l'identification code barre et bien sûr, toutes les technologies IoT, que ce soit RFID ou RTLS, vont permettre, une fois qu'on a identifié un équipement, on va pouvoir le scanner à différents points et du coup fiabiliser en fait l'information tout au long de la supply chain. Donc après, bien entendu, une fois qu'on identifie, on va pouvoir aussi bien tracer en mobilité avec des systèmes manuels pour se dire je vais venir scanner cette information tout au long de mon process et je suis sûre que sur tout le process, cette information sera exacte. Et bien entendu, le must, c'est pouvoir vraiment tout automatiser pour se dire je vais scanner via des technologies RFID des informations en masse et pas uniquement unitairement. Donc, la première étape, c'est effectivement d'identifier. On le voit hein, sur les cas d'application, il y a plein d'éléments qu'on peut identifier. Donc, il faut déjà se poser la question des cas où finalement, on n'a pas d'identification automatique. Alors, on en voit encore beaucoup. Hein, on visite pas mal d'entreprises et on a encore beaucoup d'entreprises qui écrivent à la main sur les cartons et qui n'ont pas forcément été dans cette démarche d'identification. Et c'est des choses qui peuvent être mises en place très simplement. Ce qui est important aussi, et c'est pour ça que je vais illustrer un peu avec des cas d'usage pour toujours vous donner quelques exemples concrets, c'est de pouvoir mixer l'identification. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément aller mettre de la RFID partout. Ça ne se justifie pas forcément d'aller mettre un tag RTLS sur tous les équipements pour se dire je sais exactement où ils sont en temps réel. Non, on va vraiment cibler la technologie qui va être adaptée en fonction de ce qu'on identifie et du besoin justement d'identification. Là, je montre un exemple où justement on mixe un peu de l'identification aussi bien code barre qu'RFID, donc ça c'est assez classique, c'est d'identifier le contenant RFID parce que finalement on va lui mettre une étiquette qui va être sur la vie du contenant et donc qui va être mise une fois sur le contenant et qu'on va réutiliser sur tout le cycle de vie du contenant. Et par contre, le contenu va être identifié en code barre. Donc là, on est sur une application de gestion des repas pour un hôpital où finalement, ils produisent des barquettes qui, elles, sont identifiées en code barre. Et en fait, après, toute la gestion de stock va se faire en RFID puisqu'on va associer une recette, par exemple, à un bac à la sortie de production. Et ensuite, tous les flux en chambre froide, de stockage, d'expédition, etc. vont pouvoir se faire via la RFID. Donc là, on utilise vraiment différentes technologies pour pouvoir identifier, fiabiliser et éviter, évidemment, que les opérateurs fassent des erreurs sur les sorties de stock. Donc, on va le voir justement dans la partie juste après. Toute cette partie identification, c'est bien sûr la base pour après avoir tous les ROI sur tous les postes finalement qu'on va avoir au niveau de la supply chain. Donc là, on a parlé fiabilité. Le deuxième point, c'est effectivement la justesse de stock. Donc ça, on en avait déjà parlé lors d'un précédent webinaire ConnectWave. La justesse de stock, c'est évidemment un poste de coût, puisque si vous n'avez pas une visibilité réelle sur le stock, et on le voit justement avec ce qu'a présenté Santiloc aussi, et effectivement, c'est des sources de coûts, parce que potentiellement, vous croyez que vous l'avez en stock, mais en fait, vous ne l'avez pas. Donc ça veut dire que je vais être obligé de réapprovisionner en express, donc forcément des coûts. Et potentiellement, effectivement, vous allez vous dire... il va me manquer des produits, je ne vais pas être capable de livrer. Donc, il y a tous ces aspects-là au niveau de la justesse de stock qui génèrent du coût. Donc, l'idéal, c'est effectivement de pouvoir avoir un inventaire soit directement en temps réel, soit un inventaire qui soit très rapide. Et là, c'est pareil, en fonction de l'objectif, on va mettre en place des solutions qui peuvent être adaptées par rapport aux objectifs. Donc, on a vu le cas de Santiloc en NFC, où là, vraiment, on fait un inventaire finalement de toute l'armoire ou de toute l'étagère directement. On peut aussi avoir des cas où on fait de l'inventaire en RTLS, c'est-à-dire qu'on positionne des tags. Effectivement, là, on va pouvoir automatiquement faire son inventaire parce que chaque tag va remonter son information, on saura exactement où il est, même si c'est déplacé, que ce soit en indoor ou en outdoor. Et bien sûr, après, il y a beaucoup de mobilité en supply chain aujourd'hui qui va permettre de faire des inventaires très rapidement via des technologies typiquement RFID. Donc, nous, l'inventaire, je sais que c'est un peu
la bête noire de pas mal de nos clients parce qu'ils savent que s'ils doivent faire l'inventaire en fin d'année, eh ben, ça va leur prendre un temps fou. Il va falloir mettre toutes les équipes, on va fermer l'usine pendant plusieurs jours pour pouvoir faire l'inventaire. Et justement, le fait de mettre en place ces technologies-là, bah, nos clients gagnent en sérénité. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit, depuis qu'on a mis de la RFID, bah, je fais les inventaires, je suis super zen, je sais que j'y passe pas mes week-ends et en plus, je sais qu'il est fiable. Donc, effectivement, il y a des gains énormes sur la partie inventaire, hein, quels que soient les projets. Nous, c'est un des principaux ROI pour nos clients, c'est la partie inventaire, à la fois par le gain de temps et aussi par la fiabilité de l'information qu'on va avoir. Donc, si je prends un exemple, une illustration de cette partie-là, on a un client qui a une plateforme logistique à Rungis où là, c'est du produit frais. Donc, produit frais veut dire énormément de flux et je dirais un taux de rotation très rapide. Et en fait, ils doivent faire un inventaire quotidien de leur stock. Et auparavant, ils y passaient au moins 3 heures en fin de journée à 3 personnes pour faire l'inventaire, puisqu'en fait, on a vraiment des palettes hétérogènes avec des produits qui peuvent être différents au niveau de chaque palette et justement une rotation très rapide. Et aujourd'hui, en fait, bah, ils ont gagné 2h30 par jour à faire l'inventaire, puisque finalement, ils sont capables de faire l'inventaire très rapidement, rien qu'en passant avec un lecteur mobile pour faire l'inventaire. Donc, évidemment, on identifie et après, bah, on a tous les bénéfices sur la partie inventaire. Et ça s'applique, je vous dis là, je vous donne un cas, mais j'ai plein de clients où le gain sur l'inventaire est énorme. Si on continue dans les postes de coûts, eh bien, il y a bien sûr la partie délai. On a parlé effectivement fiabilité, on a parlé justesse de stock. Les délais, bah, effectivement, le temps, c'est de l'argent et à chaque temps perdu, ben, effectivement, c'est un coût. Donc, comment gagner en efficacité? Là, c'est pareil, toutes les technologies IoT, RTLS sont faites pour gagner en efficacité opérationnelle, pour pouvoir automatiser. Quand on met en place, effectivement, souvent sur des plateformes logistiques, des portiques en expédition, ça va permettre de fiabiliser, de s'assurer effectivement que ça parte vers la bonne direction. Donc, ça évite les erreurs aussi, hein, clairement. Mais ça permet aussi de gagner du temps. Et un des principaux postes sur la partie expédition, c'est le contrôle expédition. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui passaient, qui avaient plusieurs personnes qui étaient chargées de contrôler avant expédition pour s'assurer que tout était conforme. Bah, effectivement, aujourd'hui, c'est tout automatisé. Donc, ça veut dire qu'ils gagnent énormément de temps au niveau du délai de livraison. Donc, c'est valable typiquement sur de l'expédition et bien entendu, derrière le délai, il y a aussi de la satisfaction client. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à quantifier. On peut difficilement se dire quel est le gain quand c'est de la satisfaction client, mais au contraire, effectivement, c'est d'autant moins quantifiable que c'est important. Et on le sait, un client satisfait, après, c'est potentiellement d'autres clients à venir, mais c'est surtout un client insatisfait qui n'est pas livré dans les délais. Là, effectivement, c'est d'autant plus de pertes. Donc, le délai de livraison, c'est clairement un des points sur lesquels on peut optimiser en mettant en place de l'automatisation. Des fois, même sans aller jusqu'à mettre un portique, simplement avec de la lecture mobile, pouvoir faire un contrôle très rapide d'une palette, s'assurer que c'est la bonne tournée, que ça part vers la bonne destination, que j'ai bien ma palette qui est complète, ça permet de gagner énormément de temps sur la livraison. Et ça, c'est des gains très importants. Et c'est valable en expédition, mais c'est aussi valable sur du flux interne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise aussi le délai de fabrication et le délai de production, on va pouvoir aussi accélérer ces flux. Et donc ça, c'est aussi des cas sur lesquels on a de plus en plus de solutions qui sont déployées. Donc, ça peut être aussi bien en RFID classique, je dirais, UHF sur de la traçabilité par poste, ou carrément en localisation temps réel. Donc, nous, on a des cas d'application, notamment dans le secteur automobile, où on va identifier des éléments avec vraiment des systèmes géolocalisés pour être capable de savoir finalement mon produit, à quel moment il en est au niveau de sa production, et pour pouvoir à la fois informer son client, éventuellement accélérer les flux quand on voit qu'il y a des retards, et du coup gagner énormément aussi sur cette logique d'optimisation de flux. Donc voilà, on a parlé fiabilité, gain de temps, efficacité. Et un dernier point qui est quand même un des plus classiques, je dirais, en RFID, et qui peut s'adresser aussi bien, pareil, en RFID qu'en technologie IoT, ça va être la logique d'éviter des coûts de réassort et donc de mieux gérer ces contenants, parce que c'est souvent via les contenants qu'on va le tracer, et toutes les logiques de contenants retournables, justement, qui sont de plus en plus en train de se mettre en place. Donc c'est un sujet qu'on abordera
encore plus en détail dans un prochain webinaire, justement ConnectWave, qui sera dédié à tout ce qui est économie circulaire. Mais la mise en place de Circular Supply Chain aujourd'hui est de plus en plus je dirais, ça se met de plus en plus en place en mettant effectivement des contenants qui vont être retournables pour des logiques justement entre fournisseurs et clients pour optimiser les flux. Et à partir du moment où on veut mettre en place, enfin supprimer les contenants jetables et aller sur du contenant réutilisable, il faut nécessairement les tracer pour avoir une visibilité sur son parc de contenants, être capable de savoir où ils sont. Est-ce qu'ils sont chez mon fournisseur? Est-ce qu'ils sont chez moi? Combien j'en ai disponible? Quel est le taux de rotation? Pouvoir mettre en place des alertes justement sur je vais manquer de contenants pour produire ou je vais manquer de contenants pour livrer. Et donc, la mise en place de technologies IoT pour tracer ce type de contenant est indispensable. Et là, effectivement, après, on a tous les gains de visibilité sur ces flux, de dashboard personnalisé par rapport à son activité et de pouvoir justement mesurer pour après optimiser et accélérer également tout ce qui va être flux et bien entendu aussi quand on est sur de la gestion de contenants, éviter de racheter des contenants pareil en urgence parce qu'il m'en manque et du coup je vais être obligée d'en racheter. On a beaucoup de clients qui ont des contenants des fois spécifiques pour transporter des pièces qui sont particulières. Et effectivement, ils ne peuvent pas se dire, tiens, je rachète un contenant là à la dernière minute parce que c'est des contenants qui sont fabriqués sur un modèle particulier. Donc, effectivement, ça génère forcément des coûts élevés si on doit en racheter. Et puis, chaque année, on le sait très bien, quand on est sur que ce soit du bac plastique ou même des palox, etc., il y en a qui peuvent se perdre, il y en a qui peuvent disparaître. Et en tous les cas, si on le pilote, le flux, effectivement, ça permet de mieux maîtriser et de réduire ses coûts de réassort. Donc ça, c'est aussi une réduction des coûts qui peut être assez facilement mise en place parce que tout le monde a des contenants et mettre en place la traçabilité, c'est une identification une fois. J'identifie mon contenant, après, j'ai pas de coût justement de réassort d'étiquetage et après, je mets une solution en place pour pouvoir simplement les tracer en entrée, en sortie, savoir où ils sont. Il y a plein de solutions possibles sur ce type d'application. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels, depuis très longtemps, on a mis en place de la RFID dans plein de domaines différents. Là, c'est un cas dans le domaine du ferroviaire, où on a effectivement 13 portiques qui sont installés pour savoir exactement dans quelle zone ils se trouvent, avec du scan aussi vers les fournisseurs. Et effectivement, c'est aussi une problématique qui s'adresse de plus en plus avec des technologies RTLS. Donc voilà un petit peu, j'ai essayé de vous dresser quelques cas classiques de réduction de coûts où la RFID s'applique, mais bon, il y en aurait encore beaucoup d'autres. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance sur ce que j'ai évoqué? Je suis en train de regarder dans la partie questions, effectivement, je vois pas encore pour l'instant de questions. Je vais t'en poser, parce que moi j'en ai évidemment. Alors j'écoute. Si j'en vois pas, voilà. Oui, ce que je me disais effectivement en t'écoutant, c'est en fait si quelqu'un se dit tiens, je vais entamer une démarche IoT, à ton avis, par quel sujet est-ce qu'il commence? Alors, nous, justement, on est là pour les accompagner sur par où commencer. Donc, c'est pour ça qu'on fait systématiquement une analyse des flux, une visite souvent de l'entreprise pour voir un petit peu comment ils sont organisés et pour cibler justement ce qui va être finalement le projet qui va être au ROI le plus court. Parce que de toute façon, nous, on est toujours dans une logique de calculer ou d'aider nos clients en tout cas à calculer le ROI et à se dire finalement, c'est comme le principe du robinet que je disais tout à l'heure, là où on perd de l'argent quotidiennement, c'est là qu'il faut cibler très vite et du coup mettre en place des solutions. Après, de toute façon, c'est pareil quand on rencontre des clients, des fois tout le monde a plein d'idées, ils se disent mais c'est super, avec la RFID on va pouvoir faire plein de trucs. Faut pas non plus tout lancer d'un coup. On ne peut pas non plus, il faut faire les choses étape par étape. Et du coup, on les aide justement à définir quel est le sujet le plus simple à mettre en œuvre chez eux. Des fois, comme je disais, ça peut être simplement la gestion de contenants parce qu'ils ont des contenants et puis tous les ans, ils en rachètent parce qu'ils sont incapables de savoir où ils sont, où est-ce qu'ils sont passés. Donc, ça peut être un sujet simple à mettre en œuvre. Dans tous les cas, on essaie de leur mettre le pied à l'étrier, on va dire, sur des choses simples. Et effectivement, notre solution logicielle, après, est évolutive, c'est-à-dire qu'on a une solution modulaire qui va permettre de mettre en place une solution de gestion de flux logistique d'abord,
Et puis, typiquement, après, d'aller sur des logiques de suivi de maintenance en disant, bon, une fois que j'ai identifié mon parc, je sais l'inventorier, et maintenant, je vais gérer, par exemple, la réparation ou savoir effectivement si le taux d'usure ou des choses comme ça. Donc, on va pouvoir justement faire évoluer après l'application fonctionnellement et aussi en termes de parc et d'identification sur d'autres équipements. C'est souvent le cas aussi. Donc, on commence par identifier certains équipements parce que vraiment, ils sont à forte valeur ajoutée. Et puis après, on va aller sur d'autres équipements et on ne va pas forcément utiliser la même techno. Et l'intérêt de notre solution logicielle, c'est que justement, on va pouvoir interfacer aussi bien la RFID passive pour certains équipements et puis aller sur l'IoT sur d'autres, mais avec la même solution logicielle, pouvoir piloter l'ensemble en fait. D'accord, très intéressant. Et donc, du coup, justement, je me demandais comment est-ce que tu sélectionnes les technologies? Donc, une fois que tu as fait ce premier constat, voilà, où est-ce que tu vas choisir telle ou telle technologie, en fait, Alors en fonction justement, des NFC ou calculs? UHF. Je me doute que tu vas mettre que du NFC, mais C'est ça, comment est-ce que je tu vais mettre du sélectionnes? Sentiloc partout. Non, effectivement, on accompagne nos clients par rapport à ça, parce qu'effectivement, souvent, ça va être dépendant à la fois de la volumétrie d'équipements qu'ils ont à tracer, ça va être dépendant du flux, c'est ce qu'on disait, là, sur une logique d'étagère intelligente, oui, tout à fait, ça justifie d'être sur quelque chose qui va être en NFC. Et donc, c'est à la fois la volumétrie d'éléments à tracer et la volumétrie, je dirais, de points de lecture ou en tout cas la surface à couvrir. Enfin, ça va dépendre effectivement de ce qu'on trace, de ce qu'on vise comme application. Donc souvent, c'est un calcul à la fois par rapport au périmètre, c'est-à-dire quels sont les objectifs du client d'une part, parce que c'est la première chose, et puis effectivement, qu'est-ce qu'on identifie. Des fois, on va avoir énormément de contenants, très peu de points de lecture, on ne va pas forcément aller mettre de l'IoT sur 10 millions de contenants parce qu'effectivement, ça va avoir un coût. Donc là, le rapport entre points de lecture et éléments à tracer va permettre de dimensionner. Et effectivement, ça dépend aussi du contexte. Tu parlais tout à l'heure en NFC par rapport aux logiques liquides. Tout ce qui va être environnement métallique. Donc là, c'est pareil, on va vraiment aller travailler sur quelles vont être les contraintes environnementales, puisqu'en radiofréquence, on a quand même aussi des choses à prendre en compte à ce niveau-là. Est-ce qu'on va vouloir faire de la lecture en masse? Est-ce qu'on va vouloir faire de la lecture unitaire? Nous, pour donner un exemple sur de la NFC, on met aussi souvent de la NFC en place quand on a beaucoup d'opérateurs à équiper et où finalement, on ne va pas vouloir équiper chaque opérateur avec un terminal UHF. Et par contre, avec son smartphone, lui, il va pouvoir directement accéder et scanner son étiquette. Et du coup, si vraiment on a énormément d'opérateurs et que c'est que de la lecture unitaire, ça ne se justifie pas forcément d'aller mettre de l'UHF. Je ne vais pas avoir de gain sur la distance de lecture. Par contre, du coup, je vais pouvoir déployer massivement une solution et permettre à chaque opérateur de scanner, d'avoir accès à de l'information. Typiquement, sur du suivi de maintenance, souvent, on met aussi ce type de techno parce que on va simplement venir scanner un équipement et ramener de l'information sur cet équipement, mais ce sera vraiment du scan unitaire. D'accord, très clair. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat, donc je poursuis. Quels sont les prérequis en fait quand on se lance ce type de projet? J'imagine qu'il faut déjà avoir certaines Alors, conditions. il n'y a pas forcément besoin d'avoir ni une organisation spécifique. Enfin, je veux dire, tout le monde peut accéder à ce type de solution. On adresse aussi bien des PME que des grands groupes. Il n'y a pas forcément non plus besoin d'avoir déjà un système en place, au contraire, puisque nous, nos solutions peuvent fonctionner de manière totalement autonome ou être interfacées avec un ERP existant. Donc non, le prérequis, c'est vraiment, alors il y a quand même une logique d'organisation, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un chef de projet qui prenne en main ce type d'application parce qu'il faut impliquer les équipes, il faut vraiment avoir du management aussi sur ce type de solution pour qu'elle soit bien déployée, etc. Ça, c'est vraiment un point important. Mais il n'y a pas vraiment besoin il n'y a pas besoin d'être une grosse entreprise où il n'y a pas besoin d'avoir déjà quelque chose en place pour justement se mettre en place des solutions qui vont permettre de réduire les coûts. Donc, il y a des choses simples, il y a des solutions très simples, nous, en mobilité, par exemple, qu'on peut mettre en œuvre sans forcément avoir besoin d'avoir mis en place déjà des choses. Très clair. Alors, je vois qu'on a une première question qui reste en réponse, donc je la lis. Donc, c'est Olivier Legras qui pose la question. Qu'en est-il de l'évolution des coûts et des disponibilités des matériels préconisés? Alors, l'évolution des coûts, je dirais que jusqu'à cette année,
Finalement, la RFID était plutôt commençait vraiment à être quelque chose d'assez accessible, c'est-à-dire vraiment des matériels qui sont à coût raisonnable. À la fois en termes de tags, on a aussi maintenant des coûts qui sont tout à fait accessibles. La problématique cette année, c'est qu'on est dans une inflation, mais donc là, je dirais que c'est général, hein, c'est pas que dans les produits technologiques, mais c'est aussi dans tous les coûts matières. Donc, on est aussi impacté par l'inflation de la même manière que tout le monde. Et effectivement, disponibilité des matériels, alors c'est variable. On a des fournisseurs qui ont du stock, donc on arrive sur certains matériels à livrer rapidement et à mettre en place les projets. On a des fournisseurs où des fois c'est plus compliqué et où du coup, ils n'ont pas forcément le matériel disponible. Donc, nous, on travaille pas mal comme on a du matériel aussi qui nous est propre. On peut prêter du matériel à nos clients pendant la phase d'implémentation, le temps que le matériel soit disponible. Donc voilà, on gère aussi, nous aussi, les problématiques d'appro, hein, comme nos clients. Mais effectivement, on n'est pas complètement bloqué, c'est-à-dire qu'on arrive à déployer, on arrive à approvisionner et on trouve des solutions intermédiaires pour pallier au délai, mais voilà, on est un peu comme tout le monde. Parfait. Je crois que ça répond bien à la question. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je vois qu'on arrive au bout du temps qu'on avait prévu. Oui, je ne sais pas si tu as d'autres remarques ou d'autres. Écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, avec Mélanie qui nous suit derrière son écran, n'a rien à ajouter. Je crois qu'elle vous a indiqué effectivement les prochains webinaires ConnectWave à suivre. On espère que Mélanie sera opérationnelle pour les animer. Écoutez, on vous remercie en tout cas pour votre présence. On est bien sûr à votre disposition pour discuter de tous ces sujets-là, on va dire post-webinaire. Et puis, écoutez, à bientôt pour un prochain webinaire ConnectWave. Merci Romain. Merci Marie-Hélène, merci à tous. À bientôt. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.